Toi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la halle 6 de la Manufacture pour une rencontre avec Hugues Micol, un antipasti. C'est la formule qu'on a initiée il y a quelques années maintenant et qui permet de dresser un portrait d'un auteur ou d'une autrice depuis son enfance jusqu'à ses projets futurs. Ça se découpe en 4 parties qui vont s'égrener. La mise en bouche, la dégustation, les mignardises, et puis la dernière partie, In Vino Veritas, dans laquelle tu nous révéleras tout sur les projets à venir, si tu le veux bien. Cette rencontre sera présentée par Henri Landré et moi-même, je m'appelle Tanguy Jossic. Merci Hugues d'avoir merci à vous, bonjour à tous. Présent sur l'exercice. On t'a demandé de nous envoyer pas mal de documents, parce qu'évidemment, au-delà de ton œuvre imprimée, il y a tout un tas de choses dont on avait besoin pour évoquer, entre autres, ton enfance, le contexte dans lequel tu évolues. Et on va en parler lors de cette première partie, donc la mise en bouche, avec des dessins et des peintures. Fichtre. Il va falloir que tu commentes, que tu nous expliques ce que tu nous as livré là. Alors pour être vrai, parce que moi les projets d'enfants, j'ai beaucoup gardé de choses, mais là tout était en Auvergne dans la maison de campagne de mes parents. Donc là j'ai envoyé en catastrophe un petit mot à ma mère pour qu'elle m'envoie ce qu'elle avait chez elle à Paris. Et du coup elle m'a envoyé des trucs. Donc ce très bel autoportrait, mais je m'en souviens parce que c'était la grande mode du pull Hucla. Et voilà. Et les jeunes, ça devait être fin années 70. Je pense que j'étais, c'est ça, à l'école primaire. Je sais pas quel âge je peux avoir. J'avais des taches de rousseur, beaucoup. Non, j'ai pas un appareil encore. Je me demande, c'est ma maîtrise de. Tu as trop de dents. J'ai beaucoup de dents et beaucoup de cheveux. Et j'en avais beaucoup plus d'ailleurs. Mais voilà. Mais c'est très beau. Mais ça sent le truc d'école, ça, je pense. Alors on ne sait pas quel âge tu avais là, mais par contre... Je pense, je dirais 8-9 là. Ok. Tu es né à Paris, ouais. Le 18 mars 1969. Absolument. Tu dessines comme tous les enfants, a priori. Absolument. Mais tu dessines assez tôt des bandes dessinées. Ouais, j'ai fait des BD assez vite. Ouais, c'est plus rare chez les enfants, ça. Je sais pas, parce que moi je suis donc d'une génération plus ancienne que la vôtre, cher Tanguy. Et à l'époque, nous n'avions pas Internet, les DVD, tout ça, et il fallait s'occuper. Et moi j'ai toujours eu, et toujours maintenant, un besoin de narration. Voilà, pour m'occuper, je me faisais mes petits films. Alors ça, je reconnais aussi un très beau travail. Ça, je pense que c'est de moi. Ouais, il y a des cow-boys. Ça doit être de moi, ça. Ouais. Alors, tu penses que c'est de toi parce que tu me disais peut-être qu'il y a des dessins de mon grand frère. Oui, c'est ça. Comme c'est pas signé, j'ai toujours un grand frère qui dessinait très très bien et qui était très très bon à l'école. Et c'était pas dur parce qu'il est très bienveillant, mon frère, très gentil, mais il était très doué en tout. Et donc, il faut s'imposer. Donc, je lui ai laissé les maths. Et il a fini par faire Polytechnique, lui. Et du coup, moi, je me suis battu pour être le dessinateur de la famille. Bon, donc c'était propice quand même. Ouais, moi, ça m'a développé. Puis je suis dans ma tête professionnelle depuis l'enfance, quoi. J'ai toujours su que je ferais du dessin. Et mes parents aussi. Enfin, c'était un truc évident, quoi. Parce que je passais mon temps à dessiner. Mais c'est vrai, et j'ai lu dans des trucs... y a beaucoup d'artistes, de créateurs qui ont des grands frères comme ça, une espèce de rivalité de frangins. Je me souviens avoir lu un truc sur le Nouvel Hollywood, là où pareil, Paul Schrader, il a un rapport compliqué avec son frère, comme ça. Il y en a pas mal d'autres, en fait. Mais je me souviens plus des noms, mais voilà. Et alors ça, c'est ma période Blueberry, ça. Mais alors, est-ce que c'est pas mon frère? Mais je vois mal mon frère dessiner des cow-boys. Mais en même temps, je trouve ça bien dessiné pour moi. C'est pas mal, oui. C'est pas mal. Tu disais avoir découvert Blueberry autour de 8-9 ans. Dans mon souvenir, oui, c'est mon cousin qui m'a offert Aigle solitaire et j'étais vraiment petit. Pour moi, j'ai 8-9 ans, mais ça me paraît... Il faudrait que je lui demande, mais... En tout cas, c'est avant le collège et tout ça. Hein. Bon, du coup, ça marque quand même une... Ah, c'est une épiphanie, moi. Ouais. Hein. Blueberry, ça a été un choc dingue. De passer de Astérix, le côté rond, Achille Talon, vous voyez, à un truc où les mecs sont vivants, quoi. Ils ont des gueules...
ça m'a marqué, enfin, ça se voit, quoi, pour ceux qui connaissent mon boulot. Ouais, les gens ont des gueules. Ils sont mal rasés, il y a de la poussière. Et puis même, on sent l'humidité, quoi, les fringues par passer, un peu, voilà, le désert, la chaleur. C'est super fort. Hein. Des choses qu'on va retrouver dans plusieurs de tes travaux, ouais, de Scalp à Whisky, par exemple. Ouais, c'est sûr. Non, une demi-planche, en fait, là, de Blueberry. Ce n'est pas toi. Non, c'est pas moi, ça. Je vous remercie de me mettre... Voilà, ça c'est moi, merci Tanguy. Je vois l'humour, très bien. Oui. Alors d'autres influences oui, là ça devait être... Alors c'est peut-être pré-Blueberry, ou peut-être j'ai continué, parce qu'après je n'étais pas que Blueberry, mais quand même. Mais là, oui, Gaston, ça c'est moi, ça c'est... Et puis un personnage un peu giscardien, là, le premier en haut, là, qui doit être un présentateur. Là, on est dans les années 70. Hein. Il n'y a pas un peu l'influence de Gottlieb aussi là-dedans ? Si, sûrement, Gottlieb aussi, sûrement, c'est sûr. Et beaucoup de personnages ? Oui, là, c'est... Oui. Beaucoup de personnages très différents ? Oui, c'est dense, très différent, avec un côté un peu dessin de... Moi, j'appelle ça des dessins de toilette, quoi. Vous voyez, le côté... truc qu'on fait dans les toilettes. Pas... Oh, oui, d'ailleurs, c'est assez vulgaire. PS, vous voyez, je me demande, c'est pas un petit peu Raymond Barre. Censure, là. Censure, oui, bah oui. C'est très oui. Ça, c'est moi, c'est pas mon frère, ça, c'est clair. PS, ça. Ah, ça, c'est plus vieux. Bah, c'est plus vieux, non, pardon, c'est plus récent. J'étais plus vieux. Ça, je dois avoir 16-17 ans. Et c'était c'est après le film Dune, de Lynch, là, qui était très mauvais. Mais j'avais lu le roman que j'avais adoré. Et j'avais décidé de tout refaire le production design de Dune en toute modestie. Et j'ai passé, j'en ai fait plein, les personnages de Dune, avec mes petites encres Winsor et Newton que j'aimais tellement, là. Vous voyez, ces petits packaging sublimes, quoi, toute l'Angleterre. Ça, est-ce que c'est avant ou après que tu sois rentré à l'École supérieure des arts graphiques à Paris ? Ah non, c'est bien avant, ça. C'est bien avant. Ouais, ça, je suis en première, je pense, okay. En seconde, je sais plus. Tu vas rentrer justement à l'École supérieure des arts graphiques de Paris en 1988 ? Sans doute, si vous le dites. 87, je crois, je sais plus. Parce que j'ai fait l'atelier de Sèvres avant. D'accord, ouais. Ah oui. Ouais, j'ai voulu passer les concours, mais... Aucune école publique n'a voulu de moi. Et alors pourquoi avoir embrassé ce parcours-là de graphiste ? Je pense que c'est mes parents qui m'ont un peu poussé parce qu'ils étaient un peu flippés d'avoir un aîné polytechnicien et un fils qui veut faire du dessin. Ils étaient peut-être le graphisme. Le projet de mon père, c'était après que je fasse une école de gestion pour ouvrir mon agence de communication. Et c'est raté. Et ça me fait tellement rire quand j'y pense. Donc voilà, donc je suis un peu allé à Les Agles, à Penningen, comme ça. Et puis, en fait, ça s'est extrêmement bien passé. Je me suis fait des amis que j'ai encore vus la semaine dernière. Enfin, il y avait vraiment une promo. Autant il y avait de promos de petits cons dans cette école, mais là, c'était vraiment super. On se revoit tous assez... On a refait là un truc pour les 30 ans. On s'est retrouvés. C'était assez magique de se retrouver 30 ans après. Des gens que je n'avais pas vus depuis 30 ans, quoi. Et il y en a plein, on était une promo très variée, plein qui sont devenus cuistots, photographes, céramistes, pas des graphistes purs et durs. Il y en a, moi, dans la plupart de mes potes sont des graphistes, ils ont ouvert leur agence à Los Angeles ou à Paris, machin. D'autres qui sont peintres, mais tous avec une sensibilité artistique. Donc je suis resté plus pour les copains. Et puis c'est aussi les années 80, il n'y avait pas d'ordinateur, ça restait encore une école super ouverte, on faisait de la photo, moi on m'a ouvert à plein de choses. À l'art contemporain, à la photo, à la typographie, au graphisme, et tout se faisait manuellement, donc ça allait. Là, je pense que maintenant, ça serait plus compliqué pour moi. Qu'est-ce que tu fais à la sortie de ces études ? Je fais mon service militaire, ouais. Ce qui ne m'a pas fait du bien, parce que ça m'a bien appris la glandouille, de tirer au flanc, partisan du moins d'effort. Non, mais j'étais un peu paumé. Donc après, j'ai suivi ma route... mais ça m'a bien formé. Je me suis retrouvé dans... j'en parle dans ma dernière BD, à faire le zouave déguisé en Van Gogh en boîte de nuit, de faire donc des... ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Je l'ai déguisé en Corto Maltese pour faire des caricatures dans les bars. J'ai fait un peu de dessin de mode. J'ai fait des trucs complètement aberrants. Vous savez, le copain de copain qui a besoin d'un dessinateur. J'ai fait des dessins pour Muriel Hermine, je ne sais pas si vous voyez la danseuse, voilà, natation synchronisée. Il fallait que je fasse ces dessins pour son spectacle au Cirque d'hiver. Ça a été le truc le plus nul que j'ai jamais fait, mais je pense que jamais personne n'a atteint ce niveau de nullité et je donnerais cher pour les revoir. Hein.
Donc c'était toujours des travaux d'illustration Oui, de dessin. Moi, j'ai jamais fait que du dessin parce qu'en fait, je suis arrivé sur le marché du travail, il fallait savoir se servir d'un ordinateur, chose que j'avais jamais apprise. Alors mes potes, ils s'y sont mis, moi, j'ai jamais pu. Donc voilà, j'avais mes petits pinceaux, mes crayons, et puis vogue la galère. Mais c'était assez sportif. Mais c'était drôle, c'était drôle. Tes premiers travaux dans le domaine de l'édition sont liés à une maison, c'est Nathan. Voilà. Oui, absolument. Tu dessines beaucoup pour des productions à destination des enfants, de la jeunesse. Là, j'y suis arrivé un peu par hasard grâce à l'ex-petite amie de ma sœur. C'était Delphine Renon, en fait, qui était directrice artistique, charmante Delphine, qui bossait chez Nathan et qui a bien voulu me filer parce qu'elle avait vu mes petits dessins et tout ça, et puis mon premier boulot d'édition véritablement, et en me faisant illustrer les contes. Mais j'y connaissais rien, moi je me souviens, elle m'a demandé ça, et puis je suis arrivé genre la semaine d'après avec tous les dessins finis, et elle était là, la prochaine fois, ce serait bien que tu fasses des crayonnés, qu'on voit ça ensemble et tout. Moi hop, mais j'ai souvent une attitude un peu comme ça, je vais un peu vite. Et du coup, voilà, complètement improvisé et tout, mais c'était sympa ça, j'en ai fait quelques-uns. Est-ce que lorsque tu réalises déjà ces travaux de commande, tu travailles aussi sur ta première bande dessinée? Elle était faite déjà. Elle était faite. Ouais, elle était faite. Parce qu'on reconnaît en fait graphiquement, stylistiquement, des choses qui sont communes. Ouais. Cette ligne-là, très peu de plaintes déliées. Je dis qu'elle était faite, oui. Je pense à peu près en même temps, peut-être non, mais 3, je pense que je l'avais fait. Il y a des similitudes. Oui, c'est la même période, quelques mois après. On va justement venir maintenant à cette première bande dessinée. Pour la deuxième partie de notre entretien, ce sont les travaux publiés et puis la méthode de travail. Hugues nous a livré des documents qui sont assez intéressants pour voir comment il monte ces images très progressivement et les esquisses aussi de ces... Alors ça dépend des projets, parce que là en l'occurrence, le 3, il est fait en fait dans le désir d'arriver au bout de quelque chose, parce que j'ai perdu quand même beaucoup de temps à faire des projets, c'est-à-dire à faire 4-5 planches, un synopsis, l'envoyer, avoir que des réponses négatives et à recommencer. Et en fait, on perd du temps. Moi, c'est souvent ce que je dis aux jeunes qui viennent me voir. Et non, mais c'était vraiment la volonté. Voilà, c'est ça. Plutôt que de perdre 1 an ou 2 à faire des projets qui ne verront jamais le jour, à se retrouver avec 200 pages qui ne servent à rien. Donc là, le but, c'était d'aller au bout. Donc je m'étais donné 150 pages en noir et blanc, enfin au feutre, à main levée, en essayant de mettre pas de crayonné, pas de crayonné, et puis essayer de ne pas faire de rustine, pas de Tipex, vous voyez, c'était un jeu presque... Du coup, il y a certaines pages, effectivement, où on voit, il n'y a pas de repentir. Comme vous dites, il y a certaines pages. Oui. Non, mais c'est vrai, on voit des traits un peu bizarres qui n'ont rien à faire là. Et oui, parce qu'en plus, Jean-Louis, l'éditeur, m'avait demandé si je voulais, je crois qu'il m'avait dit, est-ce que tu veux un scan mou ou un scan dur? Et alors moi, j'étais là, pardon. Et ça voulait dire, est-ce qu'il voulait que je vire les petits traits qui se voient? Et moi, j'avais dit, non, on voit tout. Bon, c'était un choix, mais parce que c'était le principe du bouquin. C'est plus un bouquin de principe que... Parce que l'histoire, honnêtement, elle est très simple, quoi. Mais voilà, c'était une longue poursuite, une longue bagarre. C'est une sorte de manga muet, en fait. Et c'était ça aussi. Je me souviens avoir entendu une émission à la télé de petits crétins, mais qui disaient, ouais, la BD européenne, c'est mort, il n'y a plus que le manga, il faut faire du manga. Je me suis dit, ok, je vais faire du manga. Donc, noir et blanc, on ne comprend pas grand-chose. C'est ma connaissance du manga de l'époque. C'est un peu étrange, et les gens sont occidentaux, alors que ça se passe au Japon. Et voilà, j'ai suivi les codes un peu comme je le sentais. Ce livre, tu vas dans un premier temps le proposer à Glénat, je crois. Oui. Ils vont te le refuser? Oui, mais poliment, il me semble, dans mon souvenir. Non, mais encore une fois, c'était à l'époque où il n'y avait pas Internet. Et c'est vrai que pour trouver ne serait-ce que le nom d'un éditeur, c'était compliqué. Puis moi qui étais un peu dans le gaz, enfin un peu flou toujours, jamais été très, très carré. Donc voilà, je me plantais de nom, j'envoyais... avec le nom du mec de Dupuis à Glénat et inversement, et du coup ça plaisait pas toujours, mais les gens étaient cordiaux, mais c'était une époque aussi, on envoyait par la poste et tout, donc ça mettait du temps, mais c'était marrant. Bon, tu vas faire du coup la rencontre de l'éditeur de ce livre, Jean-Louis Gottet, alias Jean-Louis Capron. Ouais, quand il est auteur. Ouais. Jean-Louis Gottet dans la vie civile. Tu lui écris cette petite phrase dans un de tes albums, dans Les Parcs, je crois.
C'est pas mal. C'est bien de lui dont tu parles. Oui, là. absolument, oui, c'est tout à fait ça. Mais c'est tout à fait représentatif. Et tu as dessiné de notre lien. pour un ouvrage de Cornelius, justement, ta rencontre avec, Oui, avec enfin, c'est Jean-Louis. réécrit, mais c'est un peu ça. C'est un mélange de ma rencontre et d'un passage véridique avec Berberian, une engueulade de Berberian et Jean-Louis, pareil, où ils sont comme ça. Enfin, c'était assez folklore. Et on voit Blex Bolex là en bas à gauche, Bernard. Là. Ça, c'était les débuts, ouais. Et Renaud de Châteaubourg qui est chez Et donc, Dargaud toi, là, aussi. tu es le premier personnage Voilà, tout en haut. voilà, et je suis tu jeune. commences déjà à pitcher le livre je 3 pitch un peu, ouais. en disant alors, c'est l'histoire d'un mec, il est dans la rue, tu vois. Toc, le voilà, il mange un poisson. Et donc, on va voir maintenant ce début de récit Voilà. et les premières pages de 3, Ouais, qui ouais, va être c'est par ça. la suite rebaptisé Romanji. Oui, parce que pour la Jean-Louis, réédition. oui, parce que je crois que c'est dans des espèces de fichiers libraires, je sais pas quoi. Le fait d'avoir un numéro, ça plantait tout le logiciel ou je sais pas quoi. Donc ils m'ont dit tu m'emmerdes avec ton titre, donc on change. Donc voilà. Et Romanji, je crois que c'est, enfin, je pense, enfin, j'espère, c'est l'écriture, c'est le japonais écrit en lettres latines. Voilà, c'est une façon de. Donc des pages Voilà. silencieuses, mais Peu muet. extrêmement denses en termes d'informations graphiques. Mhm. Ça tire dans tous les sens. Ça tire beaucoup. Il y a ouais. plus de douilles que de balles dans les flingues, j'ai l'impression, là, non? Ouais, alors écoutez, vous avez l'air de vous moquer, mais c'est très réfléchi. Non, c'était parce que je voulais pas d'onomatopée, vous voyez, genre bang bang, donc, et non ni les petits, parce que je suis très mauvais graphiste par rapport aux jeunes qui étaient là avant moi là. Et du coup, styliser la fumée, les flammes, c'est pas trop mon truc. Et j'avais pas de méthode, donc je me suis dit une bonne méthode pour qu'on sente que ça tire et qu'il est pas là comme un crétin. Et ben, c'est de mettre les douilles qui tombent. Ça marche bien. Hein, bon, moi je trouve. Enfin voilà, c'est une solution quoi. Pareil, les petits éclats de verre. C'est aussi mon côté un peu Darrow du pauvre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit côté comme ça, Geoff Darrow, art brut, fait par un. Non, mais il y a un peu de ça. Hein. Ouais, ça c'est des pages. Ouais. Mais si l'influence de base, tu disais, c'était essayer de faire un manga parce que c'était ce que tu avais entendu à la télé. Oui, mais j'en lisais pas, Est-ce donc qu'à je ce moment- savais pas ce que c'était. Voilà, est-ce qu'à ce moment-là, au moment où tu le fais, ou peut-être juste après la publication, tu en lis pour voir un peu où t'en es par rapport à eux ou Pas vraiment. pas plus que ça? Bah, après, non, j'ai découvert Otomo il y a pas si longtemps là, Akira, et là je dois dire que c'était aussi une épiphanie un peu à la Giraud. Hein. Ça a été vraiment un choc hein, quand même. Alors là, je me suis dit parce que là je fais le mariole, manga, ouais, mais Akira c'est quand même quelque chose. Hein. Alors là, moi je dois dire que je me suis senti un peu petit bras. Heureusement que je l'ai pas lu assez avant, j'aurais tout Mais il y a des arrêté, traits hein. communs avec la destruction de la ville que tu reprends dans pas mal de tes bouquins. Ouais, Et puis les corps en mouvement quand même, on a ouais. cette sensation que tu cherches surtout ça en fait dans ce Ouais. livre. Peut-être que je me trompe. Mais... Non, pas du tout. Non, mais ça toujours. Là, ça, le corps en mouvement. Genre, pourquoi? Pourtant, je suis pas un fan de danse et tout ça. Et pourtant, c'est marrant. J'ai un côté aussi, une fascination, répulsion chez moi avec Patrice Chéreau. Vous voyez les films où ils sont. Non, ça paraît bizarre, riez dans le public. Non, mais c'est vrai qu'il a fait des films comme ça où les gens se touchent. Et je pense qu'il y a cette énergie-là. Ben, nous, c'est statique. Hein, c'est pas incarné, donc il faut pousser un peu le bouchon. Et il y a un côté comme ça, ouais, un peu. De toute façon, j'ai un dessin un peu baroque, et j'ai envie de dire sur la forme et sur le fond. J'attire juste votre attention parce qu'il y a des réminiscences dans le travail de Hugues sur la partie en haut, là. Vous avez une armada de mecs en costard cravate avec nez de clown. Ouais, pas de très bon goût. Ça plaisait pas beaucoup à mon éditeur. C'est vrai que et je l'ai repris l'as après pourtant dans la refait. suite. Je l'ai refait justement en adaptant une petite scène en me disant voilà, il faut que je légitime. Moi, je trouvais ça marrant de faire des mecs qui cavalent avec des chaussures qui pointent du 453. Je trouvais ça, c'était l'idée quoi. Et puis le côté ouais d'essayer de jouer, mais le clown c'est pète gueule quoi. C'est comme Buffet, il y a rien à faire. Ça sera toujours moche et flippant. Pardon, il y a peut-être des gens qui adorent les clowns, je suis navré. Y a-t-il Non, des mais il y a peintres de clown clowns et dans la clown. salle On s'est compris. Bon, et puis pour terminer, la dernière image de ce livre 3, Ouais. on voit une figure là qui est au cœur d'une ville. Il va se passer des choses dans cette ville. Ouais, il se passe On plein de choses. retrouvera Ouais. ces grandes figures mythologiques et ces dieux Ouais. indiens de la destruction ou autres Mhm. dans d'autres de tes projets. Voilà.
première vraie collaboration ensuite avec Jean-Louis Capron, c'est Chiquito la Muerte, un western halluciné, complètement baroque. Qu'est-ce que tu peux en dire de Chiquito la Muerte? Chiquito, oh bah c'était super, c'était parce que c'était vraiment le premier boulot avec un scénario qu'on m'écrit, une rencontre avec un éditeur, un gros là, c'était Guy Delcourt, et je me souviens du rendez-vous, parce que moi j'y connaissais vraiment rien. Moi dans la BD j'étais un gros lecteur, mais j'étais limite, je vous dis, je suis un peu pas toujours très, un peu naïf, enfin il y a un côté un peu, c'est-à-dire que je voyais les noms, par exemple quand j'étais petit, Charlier, Giraud, je m'étais jamais vraiment rendu compte que c'était des vrais gens. Ouais. J'ai un côté, tout ça se mélangeait, Dargaud, Charlier, Giraud, bon. Et du coup, pareil, là, j'arrive, je sais pas du tout comment fonctionne la BD, donc j'ai Jean-Louis à côté de moi qui commence à raconter l'histoire. Un monsieur, Guy Delcourt, plutôt bien habillé et tout, commence à dire, ah ouais, il y a un shérif tout nu parce qu'il a perdu un pari, donc il se promène sans pantalon. Moi, je suis là, mais de quoi on parle? Et moi, j'ai découvert en plus l'histoire au moment où il la racontait. Parce qu'il n'a pas envoyé un synopsis, il commence à raconter l'histoire en inventant, je pense, la moitié. Moi, j'étais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et il y a un mec alors le gamin est sur un cochon et tout, je dis, oh, c'est trop bien comme métier, quoi. Enfin, c'était vraiment sympa. C'était très rigolo. Et du coup, le boulot, ça s'est bien passé. Hein. On retrouve une collaboration avec Capron au cœur de ferraille dans un truc qui n'a jamais été publié. Bah non. Alors, du coup, moi, j'ai adoré cette série. Ouais, c'est sympa. Et je voulais au moins qu'il y ait quelques personnes qui revoient ou qui voient pour la première fois La Loi de la Forêt, qui marque aussi la collaboration avec une coloriste. Oui, avec Ruby. Qui va beaucoup travailler avec toi. C'est Véronique Doré, qui commence avec ce nom. Elle est dessinatrice par ailleurs. Elle fait des trucs incroyables. C'est absolument l'opposé fabuleux. de moi. Et en tant que coloriste, elle signe sous le pseudonyme de Ruby. Elle va t'accompagner sur pas mal de bouquins, ce qui nous donnera l'occasion de parler peut-être de couleurs par la suite. Ouais. Une somme là de pages sur un scénario de Éric Adam, c'est Les Contes du Septième Souffle. Alors c'est un récit un peu particulier en 4 temps qui adapte en fait des contes européens, mais dans la logique de l'époque Edo. On suit un samouraï et en 4 temps, on réinvente le conte de Barbe Bleue, Blanche-Neige, Pinocchio et enfin le vaillant prince tailleur. C'est ça. Ouais. On va voir quelques-unes de ces pages. Tu peux en parler si jamais tu... Alors là, ça a été compliqué. Je trouve que Véronique, elle s'en est très bien sortie. Mais parce que moi, j'avais Véronique, c'est la coloriste. Ouais, mais je pense qu'elle avait commencé sur le tome 2 de Chiquito. Je suis pas sûr. Non, peut-être pas. C'est Jean-Louis qui avait... il me semble. Oui, tout à fait. Sur le tome 1, ça avait été galère. C'était Jean-Louis qui avait tout refait. Voilà, c'est ça. Il me semble le tome 2. Là, j'avais gardé. Mais c'est vrai que moi, je l'ai conçu vraiment comme... Parce qu'elle est sortie en intégrale noir et blanc. Après, oui. Et moi, je la vois plus en noir et blanc, cette BD. Même si elle a assuré, mais il y a tellement de noir et tout, qu'elle a fait du très bon boulot. Mais c'est vrai que moi, là, mes dessins, je les vois en noir et blanc. Mais bon. Non, mais ça, j'ai bien aimé. Puis c'est drôle parce que vraiment, je serais incapable de le refaire. Hein. Bon, ça, c'est le tome 3. Il est un peu crado. Hein. Ouais, non, mais... Justement, pourquoi il est crado? Il est crado parce que je pense que j'ai changé la technique. J'arrivais peut-être, j'étais un peu las, quoi. Voilà, je l'ai fait un peu vite, je pense. Plus charbonneux. Ouais, il est charbonneux, plus gras, il était tout pinceau. Alors qu'avant, il n'y avait plus. Je trouve le tome 2 est vraiment super. Même l'histoire est la mieux. Des échos en permanence dans ton travail, il y a des peintures, il y a des gravures. Ici, c'est un mélange, j'ai l'impression. Il y a Okusai, il y a Hiroshige, oui, alors moi j'adore les estampes, enfin Hiroshige, Okusai, Sharaku, tout ça, c'est tellement le contraire de moi. Ils sont tellement dans la pureté, l'élégance, la distinction, toutes ces choses que. Mais aussi beaucoup le Kurosawa, qui a aussi, alors lui, qui a un rapport très différent, quoi, qui est baroque, donc un mélange des deux. Bon, on serait plus sur Kurosawa même. Hein. Mais bon, ah oui, celui-là est plus ligne claire, là. Il marche bien en couleur, celui-là. À chaque fois, j'essayais un peu de varier, quoi. Donc le tome 3, je trouve que j'avais été trop loin dans le charbonneux. Je m'étais dit, pour le tome 4, je vais m'appliquer, vous voyez, je vais même tracer les cadres à la règle. Et voilà. Et puis, parce que ça marche bien en couleur aussi, ça. Ta première collaboration avec Lou Wifang. Ouais, absolument. Avec un sticker atroce. Mais bon, ça... C'était la première version, il est ressorti. Oui, c'est ça. Oui, avec une couverture plus heureuse. Oui. Ouais. Absolument. Alors là, c'est l'histoire d'un homme qui a une vie déplorable. Il est scientifique,
Et il étudie en fait la symbiose entre le champignon et l'algue, c'est ce qu'on appelle les lichens. Et un jour qu'il est dans son laboratoire, il renverse une coupelle qui contient un liquide. Et puis il est infecté en fait. Et puis il va développer des super pouvoirs. Lui qui était toujours apathique, toujours un peu moche, et pas bien dans sa vie, il devient beau aux yeux des autres. Ça devient un surhomme en quelque sorte. Ouais, c'est un super-héros. Oh, c'est une histoire de super-héros. Pas mal. Avec l'univers de Lou, qui est très loin de moi. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec elle d'ailleurs. Et tu retravailles en ce moment avec là, elle. Je retravaille avec elle, par la suite. Que... J'aime beaucoup. Il est un peu charbonneux aussi, là. Si je pouvais le redessiner, celui-là. Ah, puis j'ai refait le lettrage aussi, parce que là, il est dur. Bon, les mots de Lou sont très beaux, je trouve, là. Je suis un héros, ma vie est minable. C'est classe comme... Les parcs, alors que tu signes là tout seul. Oui. Chez Vent d'Ouest. Oui, les parcs. Oh, c'était rigolo. C'était un exercice de faire une BD traditionnelle. Sur fond de guerre froide. Oui, voilà, un truc. Alors, le problème, c'est qu'il est sorti quasiment en même temps que OSS 117. Et oui. Et alors là, il y a eu des critiques qui échos, m'ont dit le mec, il surfe sur le truc, alors que j'avais commencé, j'étais même pas au courant qu'il y avait un film qui allait sortir. C'est l'histoire de Rémi, ouais, un espèce d'honorable correspondant, ouais, une barbouze, ouais. Avec tout un truc sur les nazis. Enfin, j'ai joué avec tout. Moi, j'aime bien faire ça avec tous les clichés du genre. L'ancien nazi, le mercenaire, oui, alors les mercenaires croates, je crois, tout ce genre de choses. Mais c'était rigolo, moi je l'aime bien, je l'assume, elle est sympa. Sorti en 2 tomes. Sympatoche, ouais, en 2 tomes. Rigolo. Séquelle, qui est en fait un remake baroque de 3. Voilà. Oui, 3, c'était un remix, on refait un reboot, comme on dit. Un reboot. C'est un reboot qui est en même temps la suite. Et où là, je voulais expérimenter plus le dialogue. Parce que les parcs, j'étais un peu contraint. Enfin, c'était le cadre de... Voilà, c'était chez Vent d'Ouest, il fallait que ça soit... Voilà, je me tenais un peu, alors que c'est qu'elle, je me suis dit, je vais m'amuser. Et du coup, je me suis amusé. Donc, c'est fait... c'est très noir encore, le dessin et tout ça. Mais il fallait que ça aille vite, quoi. C'est sur un carnet. Là, c'est l'impression de vitesse, quoi. C'est semi-improvisé. Enfin, sur le temps et tout ça. Enfin, j'avais déjà beaucoup réfléchi. Et voilà, de refaire 3, mais un peu plus abouti, dessiné, et puis surtout avec des dialogues, parce que c'est assez bavard, et encore plus délirant. Plus de personnages aussi. Ouais, inventer plein de choses, vraiment de m'amuser, quoi. Ouais, j'ai bien, c'était bien rigolo à faire. J'aime beaucoup cette double page là. Ouais, ouais, avec une sirène obèse, d'où ça sort, moi Ouais. Et on retrouve ce poisson volant un qui poisson, parcourt vraiment la trilogie. Ouais, avec des petites réminiscences de Munoz peut-être aussi, parce que j'étais très fan de Munoz étant jeune. J'ai même eu une période un peu trop munozienne. J'ai retrouvé des planches là où c'était vraiment du copier. Mais je pense qu'il en reste un peu, quoi. Et revoilà mes clowns un petit peu, ouais. Les clowns, mais plus stylisés, quoi. Essayer de s'en sortir avec ça. C'est des petits défis. C'est bien. Une collaboration avec un scénariste avec qu'on aime beaucoup, David B. Ouais, très bien. Terre de Feu, un western un peu fantasmé là pour le coup, ésotérique aussi. Oui, la David B, quoi. Donc ouais, c'était bien, mais c'est un peu décevant pour moi. Je suis un peu triste sur ce truc. Non, mais parce que l'idée, non, mais le pitch de base que j'adorais, c'était l'histoire d'un cow-boy qui part du fin fond de la Patagonie pour remonter jusque tout en haut du Canada. Donc ça devait être sur 12 albums, une grande saga où on traverse toute l'Amérique. Et puis là, on fait 15 km. Et du coup, on franchit même pas la frontière. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas eu plus d'amplitude pour aller au moins, je sais pas, jusqu'en Bolivie. Graphiquement, quand même, là, les choses bougent. Et tu utilises la vie, là. Ouais, là, c'est la vie, là. C'est une petite d'encre. technique noir et blanc que j'avais mise au point pour des projets qui n'ont pas vu le jour, mais que j'aimais bien. Et du coup, avec des réaux de temps en temps. Oui, c'est ça, avec des matières, ce qui m'a, ouais, avec beaucoup de bidouilles. Enfin, ça, j'adore. Hein, ça, c'est ma partie peintre, où j'aime bien la bidouille. Et du coup, mais ça a été bien fabriqué parce que c'est pas évident. Déjà des postures de personnages. Ouais, que je trouve c'est pas mal. Hein. Assez chouette.
la petite histoire. Là, ça, c'est très B, quoi, ça, par exemple. Ça marche bien. Mais j'aimais bien faire des trucs à la... parce que là, vraiment, j'étais au service de David. Enfin, c'était marrant de rentrer dans son univers et de presque du faire du David B. Mais le mélange est super. Ouais, c'est rigolo. Non, mais c'était bien. Mais je vous dis, s'il aurait fallu que ça fasse 400 pages, quoi. Et c'est dommage. Enfin, même plus, quoi. Mais c'était prévu. Mais bon, c'est les aléas de. Encore les corps en mouvement. Toujours. Et les herbes et tout. On Même, va je trouve la à- nature, elle bouge souvent chez moi aussi. Oui, hein, oui, il y a du faut que vent je me dans les détende un herbes, il y a peu. du. La mer est On le rarement verra. calme. Ouais. On Vache. verra dans Bonneval Pacha, là, comme les paysages de mer sont tourmentés. Comme leur auteur. On prend, on prend quelques minutes pour parler de ta contribution à la collection BDQ, Oui. lancée et initiée par les Requins Marteaux. Mm. Un livre improvisé, jeté en quelques... C'était bouclé en quelques mois, je crois. Oui, ah bah oui, de toute façon, vu l'avance. Pas... non, je plaisante. Non, mais c'est ça le but du jeu aussi. Eux, ils voulaient faire des petits bouquins, ils m'ont dit, de gare, comme ça, à l'arrache, façon Zembla, pour ceux qui voient, enfin, ou... comment ça s'appelait, Elvira France et tout ça. Ouais. Donc l'idée, c'était d'aller vite. C'est pour ça que j'ai fait de la SF. Je me suis dit, je ne vais pas passer du temps à faire des recherches iconographiques et tout. Je me dis, le plus simple, c'est d'inventer. Et je l'ai fait... Mais je l'ai fait après une BD qui m'avait demandé beaucoup de travail et du coup c'était bien de le faire en couleur directe et tout là le chien de Chambara. Mais du coup là ça a été des vacances, c'était vachement marrant. Je regardais s'il y avait des enfants dans la salle pour ah oui, le pas d'enfants. Il y a pas enfin, d'enfants. je sais pas, ouais. Si, non. Allons-y. Il était toute nue. Bon, l'histoire est simple. Hein. Oui. C'est un homme qui débarque. Qui cherche des femmes. Qui cherche des femmes, voilà. C'est une histoire universelle. Voilà, c'est dingue. Non, mais ça part, ouais, comme ça. C'est vrai que... Les dialogues sont quand même savoureux, je trouve. Et je vous remercie. Parfois, il y a une résonance il y a des résonances qui sont très, très, très belles. Ouais, c'est grave. Ouais, le décor aussi, là, est quand même oui. un peu ragoûtant. Ça se passe quand même dans une France gouvernée par Jean Sarkozy. Hein. C'est vous qui le dites. Je ne saurais pas avoir d'ennui. Non, mais c'est vrai, j'avais oublié. Oui, un peu, ouais. Et puis il y a quand même tout un rapport à l'autorité et à l'autoritaire, peut-être à tes années de l'armée. Oui, parce que j'ai repris les noms de mes camarades et de mes chefs. Ouais. Les pauvres. Et puis c'est une histoire de survie aussi. Enfin, oui. La planète court à sa perte. Oui, il y a un côté, oui, absolument. Ouais. Une espèce de truc désespéré. Ouais. Alors voilà, ça, c'est l'album que j'ai fait avant ça. Voilà. Ah d'accord, il a celui-là été fait avant, mais il a été publié après. Ah, c'est possible. Alors. J'ai pas. Oui, non, je venais de le finir et puis c'est Frédéric Felder, je sais pas si vous connaissez là, avec ses beaux yeux bleus et sa grosse stature, Balloni. qui m'a dit est-ce que tu veux faire un BDQ? Puis j'ai pas eu le courage de dire non. Et non, mais il est tellement charmant que ça m'a fait marrer. Parce que je suis le deuxième à l'avoir fait après le premier de Picot, justement. Une merveille qui s'appelle Comtesse, quoi, qui est d'une distinction absolue. Donc moi j'arrivais un peu avec mes gros sabots, mais voilà, c'est bien. C'est ce qui fait le charme de cette collection, je trouve. Alors le chien dans la vallée de Chambara, il a la particularité d'avoir été travaillé tout en couleur directe, peinture. Ce sont de grandes pages. Il y a déjà un mélange des cases les unes dans les autres. C'est une sorte d'opéra un peu kitsch. Absolument. C'est une opérette, pourrait-on dire. Hein, oui, absolument, Tanguy. Oui, il y avait un côté comme ça. Parce que souvent, les gens me disent « Ouais, mais ton Japon, je suis désolé, mais à l'époque, ils n'avaient pas des chaussures comme ça. » Je suis là, bah non. Moi, je ne suis pas historien. Enfin, c'est vraiment, je joue avec... c'est du japonisme, quoi. C'est ça qui m'amuse. Mais comme je dis souvent, enfin, Miyazaki fait bien des films qui se passent à Colmar, et ben moi je fais des BD qui se passent dans un Japon fantasmé, voilà, et c'est ça qui me plaît. Et je mélange toutes les époques allègrement, c'est pas grave. Alors l'histoire est très belle. Il s'agit d'une petite fille qui part pour une partie de chasse avec 3 de ses voisins qui sont peu scrupuleux. Elle va... Alors je crois que eux tuent un homme et son chien. Oui, en fait, ils se déshonorent, donc ils sont plus ou moins foutus, on va dire.
Et leur solution, c'est de laisser la petite mourir pour après aller récupérer sa mère. Enfin, un qui va. Les responsabilités. Voilà, du père, ils partagent. En fait, l'idée, c'était voilà. Ça les arrange bien, quoi. qu'elle Les honneurs, l'argent et puis l'amour. En fait, sauf que elle va être récupérée par un vieillard. Un vieux maître ninja. Et puis ils vont dealer ensemble que elle l'aide et elle va apprendre à devenir une guerrière. C'est joli. Pour pouvoir ensuite se venger. Une histoire de vengeance au sabre. Marakizatou, c'est mon fils qui avait trouvé le nom, j'avais trouvé ça charmant. Il est bien le nom, il sonne bien. Il est superbe. Il est tout petit. Oui, les planches en fait, bon là elles sont cadrées, mais même les planches, en fait, les planches plein pot, il y a toujours un bord. Je faisais des crayonnés là, vraiment avec des cases, et puis après je débordais quoi, je faisais du lien. Je sais pas si je suis très clair, mais c'est pas grave. Ce serait sur les planches du début, parce qu'on voit les bulles sont coupées. Là. Je suis désolé, ouais, on voit que les bulles sont coupées là en haut. Donc en fait, il y a un cadre précis. Il y a des cases quoi en fait. Mais bon, après je déborde. Ouais. Oh, c'est joli. Ça c'est beau ça. non, mais ça pareil, je crois que je serais incapable de le refaire. C'est fou. Hein. C'est fou. Ouais. Un peu kitsch aussi. Avec quand même, moi je trouve des images. Incroyable. Ouais, hein, enfin incroyable. Attendez, ça va pas du tout. Proportion gardée. Non, mais je vous dis parce que je sais pas si je serais capable de refaire ça. Ouais, mais vraiment c'est un bonheur là, parce que honnêtement j'ai commencé, j'avais jamais fait de couleur directe, mais j'avais une volonté et c'est ça, hein, c'est la motivation. Je me dis je quitte pas l'atelier tant que j'ai pas fait une planche correcte. Et puis j'ai fait la première, ça s'est pas trop mal passé, la deuxième mieux, troisième, et après j'aurais pu faire. C'est ça que je regrette d'ailleurs, j'aurais peut-être pu faire 150 pages sans problème, parce que vraiment j'étais. Donc j'ai un peu frileux là quand j'ai vendu le projet, j'étais là sur 60 pages, je crois, en me disant oula, est-ce que je vais y arriver? Et puis au final, j'aurais pu en faire beaucoup plus parce que vraiment je me suis vraiment marré. Et je pensais pas que j'y arriverais. Alors là, il y en a 3 normalement. Hein. Il y a 3 volumes pour cette série Bonneval Pacha. C'est aussi de la couleur directe, c'est vrai. Un peu dans la lignée, alors plus aquarellée, j'ai l'impression. Ça dépend. Non, mais il y a peut-être c'est plus chargé. Il y a beaucoup de choses. Alors là, oui, il y a du une texte. densité, Ouais, là, c'est dense. Ouais, c'est dense. Donc du coup, mais c'est mignon comme ça. C'est un petit côté miniature, un peu vous voyez, un peu précieux du 18e, ouais. Tu travailles là avec Gwen de Bonneval, qui raconte une histoire de famille. Absolument. Une histoire folle de l'aïeul. Voilà, sur 3 tomes, avec tout un tas d'anecdotes plus croustillantes les unes que les autres, et puis des grandes scènes extrêmement... du boulot. Ouais. Non, c'était marrant. Mais c'est vrai que c'était du boulot. Mais c'était beaucoup de boulot aussi en documentation, fallait trouver. Et, moi, je vous dis, je suis pas historien et c'est vachement. Moi, je pense qu'il y a des auteurs qui savent faire vachement bien. Georges Huillard, quand il fait les 7 vies de l'Épervier, il arrive à. Mais c'est compliqué. En plus, c'est des périodes où tout est un peu flou. Il n'y a pas encore vraiment d'uniforme. Ça dépend des. C'est les aristos qui se payent leurs troupes et tout ça. Donc, j'essayais de limiter les dégâts en termes de fautes historiques. Et je pensais avoir une avalanche de courriers, de vieux retraités me disant mais pas du tout, mais rien. Je suis un peu déçu. C'est d'ailleurs un livre très apprécié des historiens. Hein. Sans doute, j'imagine. Je n'ai pas reçu beaucoup de courriers d'historiens non plus. Si, il y avait même un sticker recommandé par Historia sur les bouquins. Le sticker. Donc beaucoup de scènes de bataille avec beaucoup de personnages. Oui, bah c'était un militaire. Mais ça, j'ai repris un tableau là. Ça, c'était pas mal aussi de pouvoir reprendre l'iconographie. De l'époque. Ouais, c'est vrai que c'était. On sent hein, il m'a pas facilité le travail. Hein. Il aurait pu. C'est dommage qu'il n'ait pas eu un aïeul paysan avec un petit lopin de terre. Je crois qu'il est pas sympa en plus, ce mec. Non, ouais, c'était du boulot. Ah, c'est joli là. Ouais, mon chat est un peu bizarre. Des couleurs moins désaturées là. Ouais. Non, mais le personnage était très bien. Alors là, il y a quelques recherches en amont d'un projet, oui, que j'ai fait. Oui, alors ça, j'adore. Non, mais c'était pour vous montrer ma méthode de travail, où c'est vrai que souvent, je pars de personnages. C'est le personnage qui va me donner l'idée. Là, j'avais envie de faire de la SF, donc je me suis dit, tiens, je vais faire des personnages un peu SF, des vaisseaux, des machins. Des architectures. C'est rigolo de faire ça. Ça, c'était en amont du Printemps humain. Voilà.
paru en 2 tomes Ça, c'est vilain. Hein. chez Casterman. C'est pas réussi, ça. Bah oui, tu nous disais ça. Hein, Bah hier, ouais, quand moi, on je en trouve parlait. pas- non, ça a C'était été- vraiment Ouais, quasiment prêt à le reprendre. et à Ah, le refaire, quoi. j'adorerais le refaire. Ouais, je me suis pris les pieds dans le tapis. Ben, ça arrive. Alors comment tu expliques Même ça au plus grand. Explique-nous donc pourquoi c'est une œuvre ratée. Raté, oui, non. En tout cas, je pas réussi. Un mélange de plein de choses. Je pense que j'étais pas très bien au moment de De le faire. Je l'ai présenté trop vite. Parce que c'est un projet que je portais depuis vraiment très 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 longtemps, que j'avais très très envie de faire, et je pensais que c'était le moment de le faire, donc je m'y suis mis, mais je m'y suis peut-être mis trop vite. Puis après avec l'éditeur c'était compliqué, parce qu'il a mis beaucoup de temps à me répondre, donc du coup j'ai un peu perdu vous voyez, moi je suis un instinctif, enfin il faut que ça aille vite, puis il faut qu'on me fasse confiance, parce que dès que je suis dans le doute, je perds mes moyens. Et puis là, pareil, avec l'éditeur, j'avais une volonté de faire un truc grand public, mais c'était idiot parce que je suis ce que je suis, hein, je fais ce que je peux. Et du coup, ça a de la gueule, mais je trouve que ça manque de pêche, quoi. Ça manque de densité, ça manque de beaucoup de choses, quoi. Le scénario, en quelques mots, c'est Scénario, en fait... science-fiction, c'est de la politique. Ouais, politique fiction, ouais, science-fiction. C'est vraiment de la SF, mais je me suis beaucoup inspiré de la guerre d'indépendance irlandaise. Et et des Palestiniens. J'aime bien ce genre d'histoire, moi. Enfin, c'est au niveau historique, c'est le truc que j'ai beaucoup lu, le FLN, l'Irgun, la Haganah, enfin les révolutions nationales d'indépendance, quoi. Et je me suis beaucoup inspiré de l'Irlande là pour ça, qui est un peu la mère pas la mère, la mère de tous ces combats, quoi. En quelques mots, les humains organisent leur lutte d'indépendance face aux extraterrestres. Face à Tu des as appelé colons, des Horse. Des Horse, ouais. 3 frères se divisent sur la méthode à adopter pour s'en sortir. Une fratrie. Et une question, du coup, c'est... c'est qu'en fait, vous voyez, par exemple, je pense que, oui, non, j'en suis sûr, j'ai découvert Akira après. Donc, vous voyez, Akira, ça fait pas longtemps. Donc c'est récent. Et ouais, Akira, c'est très récent. Et je pense que j'aurais lu Akira avant, je me serais dit, allez, on arrête tout, on réfléchit, on voit. La couleur directe, c'est peut-être pas une bonne idée, parce que c'est laborieux, ça va être... Peut-être fais-le façon manga, plus dense. Parce que là, je trouve ça... Déjà, ma façon de dessiner est kitsch, mais là, en plus, en couleur en direct, ça rend encore plus kitsch. C'est pas... Je sais pas si c'est vraiment de très bon goût, quoi. Mais quand même, depuis le début de l'entretien, et depuis qu'on regarde tes dessins, tu oscilles entre « Ah, ça, je sais pas comment je l'ai fait, je saurais pas le refaire » et « Ça, j'aimerais bien le refaire ». Donc, il y a quand même un truc où c'est... Et puis, tu as l'air d'être quand même un monstre de boulot et d'abattre beaucoup de choses. Et je le sais pour avoir... Enfin, peut-être on y reviendra au moment de Scalp, mais quand on avait bossé avec Gwen de Bonneval sur Bande Fantôme, tu étais un des auteurs, donc c'était des projets qui n'avaient pas été aboutis ou pour différentes raisons. Tu étais un des auteurs qui avait beaucoup de choses, beaucoup de pages qui n'avaient jamais abouti, mais qui parfois donnent un autre projet. Donc tout le temps. Il y a quelque chose du travail permanent. On va le voir en particulier avec Saint-Rose, ton dernier livre, où tu nous montres 3 versions en fait, d'un même récit. C'est ma façon de travailler. Mais avant ça, on parle du 3e volet de la trilogie 3 séquelles et tumultes, avec cette fois-ci encore un peu plus de réalisme. Ouais, là c'était la version propre. Donc c'est vraiment un remake baroque de la précédente. Voilà, c'est encore un reboot, mais là dans une version plus compréhensible. Enfin, il y a un début, une fin. C'est moins barre, enfin c'est barre sur le fond, mais j'ai essayé de faire un truc plus classique. Disons, là, je suis plus dans une inspiration comics. Ouais, autant le premier, un truc derrière, plus. Il n'y a pas du Kirby derrière. Si, toujours, moi Kirby, Et imprimé dans un. Alors là, on le voit pas bien à l'écran, mais c'est imprimé dans un vert sombre, comme certains vieux mangas. Ouais, c'est ça. Et en fait, Jean-Louis a ressorti les 2 premiers. Ouais. Le premier est en rouge et le deuxième est en bleu. Et ça marche bien, parce que moi, j'ai tendance à mettre un peu trop de noir. Enfin, un peu trop, je mets beaucoup de noir. Et du coup, je trouve que ça adoucit. Alors au début, on est là, oh, c'est bizarre, c'est en couleur. Mais ça adoucit la lecture et c'est bien mieux. Elisabeth Tolville, qui est en résidence ici, elle nous disait la même chose par rapport à son dessin. Trop chargé, qui basculait en couleur, était du coup, moi, c'est plus digeste. Toujours beaucoup d'action dans ce 3e volet. Des personnages gros budget, moi, toujours. Plus fous. Budget illimité, moi. Et tout passe bien, en fait, parce que on voit bien les gueules là, des personnages.
Au cinéma, il faudrait des effets spéciaux incroyables pour ça. parvenir à ça. Ouais. Là, on a un mélange de marionnettes de Jim Henson avec. C'est assez fou. Et ça passe bien, en fait, dans le récit. On se pose même pas la question tant mieux, je sais pas. de pourquoi les uns ont cette C'est tronche. terrible, ça. On dirait une lamproie. On retrouve le personnage qu'on a vu tout à l'heure, voilà, en écho. Ouais, des monstres et tout. C'est tellement marrant à faire ça. Effectivement, à chaque tour de page, en fait, on a une surprise dans ce livre. Écoutez, on essaye, mais non, mais c'est bien d'inventer son petit monde comme ça, puis de le refaire, de le retravailler. Mais là, Jean-Louis m'a dit, c'est bon, là, 3, c'est bon. Parce que tu aurais continué ? Allez savoir. Mais là, je signerais pas. Celui-là est quand même particulièrement abouti, je trouve, dans la narration. Oui, voilà, c'était. Non, mais c'est un aboutissement. Non, c'est clair que un petit spin-off éventuellement, un petit dérivé. Avec un personnage secondaire. Voilà, je reprends un bon. On va aborder un chapitre important. Je pense que Henri, comme moi, on a beaucoup aimé ce livre, qui est pourtant pas simple. C'est un gros bouquin qui a remporté en plus un prix intéressant, le prix Topfer. Intéressant. Qui a un doté, joli prix, qui est doté, voilà. Intéressé aussi du coup. Voilà. Scalp qui raconte l'histoire ultra violente et véridique de John Glanton. C'est les prémices du western. Ça se passe autour de 1850. Ça a été plus ou moins inspiré par des passages, je pense, des mémoires de Samuel Chamberlain. Voilà, Chamberlain, j'arrivais plus à retrouver son nom. Et ils sont magnifiques, j'ai trouvé un petit essai magnifique. Je voulais l'acheter, son livre, impossible de le trouver. Je l'avais trouvé à $1000, j'étais là, quand même, on va peut-être pas... Alors, il écrit, il écrit et il dessine. Et il dessine de manière assez naïve. Et là, on a un portrait... je m'en suis un peu inspiré. Oui, on sent. Quand je l'ai trouvé, je me suis dit, tiens, effectivement, c'est complètement lui, quoi. Alors, qui est John Glanton, en quelques mots, tu le connais mieux? C'est un vétéran de la guerre américano-mexicaine, 46 et qui après sans doute avait un stress post-traumatique, un dérivé pour gagner sa vie en chasseur de scalp, qui était un métier noble à l'époque, quelque chose qui se faisait. Non mais c'est vrai que les populations, c'est quand même une autre époque, quand on lit les choses, les gens étaient tellement terrorisés par les Indiens qu'ils étaient fêtés quand ils revenaient avec des scalps, parce que pour toucher l'argent, ils scalpaient les Indiens et ils revenaient avec. Donc chasseurs de scalp pour les Mexicains. Pour les Américains d'abord, et puis après, comme ils avaient tendance à un peu y aller un peu fort, et puis à faire des exactions parce qu'ils étaient quand même pas très corrects non plus. Après, ils ont fini au Mexique, où après, faute de trouver des Indiens, ils scalpaient des Mexicains. Et puis, non, c'est une espèce de balade jusqu'au voyage au bout de l'enfer. Tout est dans le titre. Scalp, la funèbre chevauchée de John Glanton et de ses compagnons de carnage. Ouais, c'est ça. Et effectivement, on n'a pas affaire à des... Non, c'est vrai. Et encore, j'ai été... Parce que moi, à la base, pour dire le truc, c'est que je devais adapter Méridien de sang de Cormac McCarthy pour l'Olivius. Puis ça s'est pas fait. Mais j'avais quand même un préaccord de McCarthy. Donc j'avais envoyé un petit dossier. Et moi, McCarthy, c'est un dieu vivant pour moi. Donc déjà de me dire qu'il a vu mes dessins, c'était McCarthy, hallucinant. c'est La Route, c'est No Country for All Men, c'est Suttree, c'est la trilogie des confins. Toujours extrêmement violent, sans concession aucune. C'est pas très... Non, Suttree est assez drôle, mais c'est pas très gai, c'est sûr. Mais non, moi c'est un écrivain, mais même qui inspire mon dessin, c'est baroque, le livre, moi je vous le recommande. Ouais, ils sont déments ces aquarelles, ils sont géniaux. Mais malheureusement, moi j'ai trouvé des extraits, mais c'est de l'anglais du 19e et mon anglais étant ce qu'il est, j'ai eu du mal. Et on ne trouve pas de bons documents sur Internet de ces... Non, j'ai pas trouvé. On n'a pas de bons facsimilés. Ouais. Alors voilà quelques pages donc, de ce Scalp, qui est un grand format, c'est un bel album, un papier un peu chaud. Et une encre très sombre pour le coup, un noir très profond. Ouais, là c'est noir. Alors je lisais une interview de toi quelque part dans laquelle tu disais comment tu avais procédé pour travailler, et je trouve la méthode assez intéressante. Tu as mis de côté pour un temps l'encre de Chine pour la gouache. C'est la gouache, oui, c'est vrai. Alors explique-nous un petit peu ta méthode là. Là, ça a été beaucoup pas de l'impro, mais je dessinais énormément et puis je faisais mes crayonnés, par exemple. Il n'y avait pas de crayon, c'était au jus de gouache, un peu gris.
Puis je faisais une page, et puis je refaisais tout à la gouache pour un trait bien charbonneux. Puis c'est un beau noir, les originaux, ils sont bien, parce que du coup, c'est un... Très mat. Ouais, très mat, très opaque, c'est assez... Donc voilà, un côté un peu gravure sur bois aussi. Et puis du coup, je refaisais un crayonné sur la même feuille. Après, il n'y a que moi qui pouvais déchiffrer mes trucs. Ça m'a aidé pour des scènes comme ça, un peu très baroques et tout ça. Et puis voilà, et puis j'avance, et puis j'ai recoupé, je recoupais, je faisais des rustines et puis je l'ai laissé de côté, je l'ai repris. Enfin, c'était tout un travail, un work in progress constant en fait. Bon, du coup, tu adaptes cette biographie-là, une chevauchée. Oui, parce que comme McCarthy, lui, et... était parti de ça, mais avait brodé, avait raconté, moi je voulais m'éloigner de ce bouquin qui était inadaptable pour repartir sur la base de ce que j'ai trouvé. Des récits historiques sur ce Glanton qui a vraiment existé. Et c'est pour ça, dans le livre de McCarthy, le personnage du juge, cette espèce de géant chauve, pédophile, monstrueux, il est mis très en avant. Moi, je l'ai mis un peu de côté pour rester centré sur Glanton, qui, en plus... Vous voyez, par exemple, j'ai commencé l'album, il parlait Glanton, puis il disait pas grand-chose, et je me suis dit, mais en fait, pourquoi il parlerait? C'est un type qui fait que tuer, il n'a pas besoin de parler. Donc j'ai viré toutes les bulles. Il parle juste à la fin, c'est tout. Il a juste... avant de mourir, il a quelque chose à nous communiquer. Bon, du coup, c'est assez fou. Il y a des visions de cauchemars qui sont absolument insoutenables. Tu dis t'être inspiré ou avoir été marqué, en tous les cas, par la série de gravures en eau forte de Goya, Les désastres de la guerre, ouais. dont on va voir quelques images par la suite. Il y a même un écho, j'ai l'impression que tu as retenu des choses. Grave. Et tu as bien fait. Non, parce que j'ai eu la chance j'étais à Madrid et il y avait la grande expo sur les désastres de la guerre avec toutes ces études à la craie. Alors la gifle, là on se sent peu de choses. Goya, vraiment, c'est tellement moderne en plus. Alors Goya, la période noire après en peinture, je ne sais pas si tu... Moi, je connais moins. Tu l'as vu au Prado. Non. Pareil, non, mais Goya, moi, fou, c'est complètement dingue. Là, vraiment... Alors voilà, les quelques pages qui expliquent en fait comment John Glanton... c'est l'histoire de l'Ouest, en plus, c'est que des racontards. C'est des choses... Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de récit vraiment officiel. En plus, c'est un pan de l'histoire des États-Unis où il n'y a pas de quoi être fier. Donc, c'est beaucoup, c'est machin qui a dit que. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais on ressent bien ça. Il peut y avoir un doute, en fait. Oui, tout est. Enfin, on ne sait pas. Alors voilà, c'est celle-là sur laquelle j'ai envie d'arrêter, grave. Qui est directement en écho de cette gravure. Absolument. Qui est absolument sordide, mais d'une finesse, d'un souci du détail qui fait que c'est magnifique. Mais c'est presque abstrait en même temps. Il y a un côté... Mais bon, c'est vrai que avoir ça dans son salon... Une autre... je vous en montre 3 pour voir à la fois la beauté et pour faire le comparo. Merci. La vache. C'est très très loin. Ouais. Je me suis attardé sur cette image parce que tu parles souvent de Ralph Steadman aussi. Ah ouais, j'adore. Voilà, dont on voit c'est bien. On le voit au travail là. C'est vrai qu'on retrouve souvent ces éclaboussures là que tu dois faire en brosse à dents. C'est ça. Un peu d'encre de Chine, de la gouache, les taches, tout ça, moi j'aime bien. C'est sûr. Ah ouais, Steadman aussi, pareil. Ça a été l'épiphanie de mes 20 ans. Il y a eu Giraud, il y a eu lui. Bon, et puis après les grands peintres, mais c'est autre chose. Mais Steadman, c'est énorme pour moi. Ouais. Quelques doubles pages dont on voit l'extrême complexité, là, les amoncellements de corps. Comment dirais-je, un présentateur, je crois, à la radio parlait de grappes de corps. Ah oui, l'image assez intéressante. Et puis parfois des plages un peu plus silencieuses. Certainement que tu travailles plus vite à ce moment-là, d'ailleurs, non? Pas forcément. Je sais plus. Oui, peut-être. Je sais pas. Non, pardon. Non, mais parce que là, par exemple, c'est dommage parce que je les ai tous balancés, mes crayonnés. Mais vraiment, mes crayonnés, ça peut être cette page-là. Donc cette page de droite où je fais des jus un peu, puis je cherche, puis ça devient un peu abstrait. Puis je la renverse, je la mets cul par-dessus tête, et puis ça devient la page de gauche. Okay. Parce que les formes, les tâches se transforment en personnages, et puis après je mets un peu de noir, un peu de blanc, et du coup, voilà. C'est ce genre de choses. Et là aussi, pareil, il y a des rustines. Au début, les personnages n'étaient pas comme ça.
Ah, celle-là, c'est ma préférée, celle-là. Double page de scène de viol. Ouais, parce que c'est un insoutenable. passage obligatoire. Et honnêtement, je suis pas hyper à l'aise dans dessiner des viols et des bordels un peu glauques. C'est pas non plus super. Et du coup, je me disais, je vais pas mettre 10 pages avec une histoire et viens là, chérie, machin. Donc, il fallait que ça soit synthétisé en quelques pages. Et je trouve, je suis assez content. Mais je m'en suis bien sorti parce que ça devient... parce qu'en fait, par rapport à Goya, enfin Goya, mettons Goya à part, mais moi, il y a une dimension aussi, quand même, toujours grotesque, carnaval et BD. C'est pas du gros nez, mais il y a un côté quand même... grosses têtes, quoi. Carnaval, quoi. C'est pas, je suis pas dans le réalisme. Parce que là, ça aurait été... Vous voyez, ils sont... Mais après, il y a des gens qui, au contraire, ils trouvent que ça fait encore plus peur. Moi, c'est vous montrer en fait l'extrême violence qui monte tout au long de cet album, et les traits même de Glenton changent. Ses dents sortent de plus en plus en fait de sa bouche au fur et à mesure que les pages se tournent. Et puis alors là, je peux raconter une anecdote bien triste pour moi. Enfin, non, c'est que j'ai vu l'éditeur de Drone & Quarterly, là, Tom, qui a une super maison d'édition américaine, et qui m'a dit Hugues, j'adore ce livre, c'est vraiment une merveille et tout. Moi, je me disais, une traduction. Enfin, j'étais, voilà, mais enfin, Et il m'a dit, mais ta vision des Indiens, c'est impossible de diffuser ça en Amérique du Nord. C'est trop noir, j'aurais trop d'emmerdes. Donc il m'a pas dit qu'il le ferait pas, mais j'ai bien compris que c'était même pas la peine d'espérer, quoi. Mais bon. Tout autre chose, mais on continue dans la barbarie. C'est un travail de commande pour le coup. Petite don. Oui, c'est un travail de commande. Oui, c'est mes copains de la revue. Avec l'histoire des cinémas de la France. Voilà, qui m'ont proposé ça. Non, mais parce que quand ils m'ont parlé comme j'étais pas très bon à l'école, ils m'ont parlé des temps barbares, et moi je voyais complètement autre chose, enfin des grandes chevauchées, je voyais pas du tout Clovis, le roi chrétien, et après j'étais merde. Mais en fait, j'étais plus sur Attila, vous voyez, les trucs comme ça, et qui est un tout petit peu, il y a juste une page, et du coup, non mais là, l'historien était assez fabuleux, je dois dire qu'il a été super, parce que ça aurait pu être très compliqué, hein. Oui, mais et puis ça aurait pu être un peu chiant aussi. Ça aurait pu être lourdingue. Mais ça, je leur ai dit tout de suite que moi, je ferais à ma sauce, qu'il n'était pas question que je fasse un truc... Donc tu le prends comme un jeu, en fait? Ah, complètement. Mais moi, j'aime bien. Mais j'ai gardé ce côté que j'aimais bien à l'école, où on a un exercice et il faut s'en sortir. Et voilà. Et ça, je l'ai pris comme ça. Ok, mon gars, t'as ça à faire, il faut que ça te plaise. C'est pas la peine d'aller chercher le chef-d'œuvre parce que tu n'y arriveras pas. Enfin, puis c'est pas le but. Il faut que ça soit plaisant, il faut que les gens s'emmerdent pas. Voilà. Et je trouve qu'avec Bruno, mais c'est grâce à lui, hein, c'est bien. Parce que moi, c'est difficile d'aller faire de l'humour sur des choses, vous voyez, sur Clovis et tout. Moi, je sais pas. Donc lui, il a su réagir. Mais je lui proposais des idées, par exemple, sur Closer et tout. Je me disais, tiens, on pourrait faire ça, mais c'est lui qui va trouver les légendes et tout ça. Mais ce qui est pas évident quand même pour un mec agrégé, normalien, prof à la Sorbonne, il faut y aller. Hein. Il a de l'humour. Il a de l'humour, et puis il est quelque part, moi je le trouve assez courageux, parce que... Oui, puis tous les personnages se mélangent, là, les différentes époques. Ouais, puis moi je rajoute du Stéphane Bern et tout, il assume, enfin... Non, super mec. On va parler de ton dernier livre, dans lequel tu te mets même en scène. Absolument. Dans cette image, tu dis pas mal de choses, je trouve. Pas mal de choses, ouais. Un vrai récit d'aventure, un peu tintinesque. On a la sensation, et ça s'est confirmé parce que tu nous as envoyé par la suite, que tu as au départ écrit un truc peut-être pour les enfants. Absolument. Oui, c'était un scénario pour enfants, ouais. Mais il l'a changé un peu en cours de route, on va le voir par la suite. Ben ouais. Oui, parce qu'à la base, moi je l'aimais bien, ma petite histoire pour enfants et tout. Je l'avais envoyé à des éditeurs qui m'ont dit, mais Hugues, t'es pas du tout dans les codes enfants au niveau du dessin, ça jamais, quoi. Et du coup, je me suis dit, oh merde, je les aime bien, mes petits personnages. Et j'avais envie de les garder. Puis en discutant avec mon ami Nadja, on parlait du vrai, du réel, de comment les gens perçoivent la fiction, tout ça. Et je me suis dit, et elle me disait, c'est pas que les gens aiment le réel, ils aiment le vrai. Et je me suis dit, je vais mettre du vrai, et puis le plus simple, c'est de me mettre moi. L'histoire en quelques mots, c'est donc Hugues Micol, qui travaille dans les boîtes de nuit pour faire des portraits déguisés en Van Gogh. Absolument, j'ai fait chez Castel. Et il se fait voler son dessin par une autruche. Un perroquet. Non, c'est un perroquet, oui. Ce qui croit être un perroquet, mais qui est en fait une cigogne. C'est une cigogne. C'est du détail. Faut s'inquiéter pas. Et donc, il engage un
un détective aventurier. Un aventurier, ouais. Voilà, pour aller à la recherche de ce dessin perdu. Et du coup, ça va les porter aux quatre coins du monde, à côtoyer des personnages tous plus truculents les uns que les autres. Ouais. Comment dirais-je, les dupliqués de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre, qui dans ton récit ont le pouvoir de voler. Oui, et puis ils sont armés jusqu'aux dents. Enfin, ça devient des mercenaires, ouais. On y croise aussi pas mal de super-héros. Moi, j'aime beaucoup cette page. Voilà encore un de ces bobos parisiens. C'est de l'art vachement artistique. Mais ça, je l'ai entendu. Pourquoi il fait des grosses têtes? Oui, bah ça, je l'entends souvent. Hein. Ça, les grosses têtes, ça revient souvent. Et de l'art vachement artistique, je l'ai entendu, ça m'a fait rire. Alors, tu as vu, on ne posera pas la question des grosses têtes. Non, bon, vous pouvez toujours, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Bah, Captain America, ouais, bah ça, c'est... Moi, j'adore. Enfin, c'est Kirby. Sur les dialogues, moi, je trouve ce livre excellent. Bah, merci beaucoup. On y croise aussi Scarlett Johansson à peu près. Et une sorte de méchant, Basile de Hure, qui ressemble un peu à Donald Trump, en tous les cas qui a emprunté sa coiffure. Ouais, au départ, il ressemblait à Xavier Niel, je sais pas pourquoi, le PDG de Free, je l'avais décidé comme ça, on le retrouve. Puis maintenant, oui. Et c'est un personnage qu'on retrouve dans pas mal de tes bouquins, celui-là. Sans doute, ouais. Mais je pense qu'à la base, il vient de, comment il s'appelle, Basil Rathbone, là, le méchant dans les films d'Errol Flynn, qui était la petite barbiche, qui était génial d'ailleurs. Alors on rentre là dans la cuisine, dans l'atelier, et on va voir comment est-ce que tu as travaillé celui-ci, puisqu'à chaque fois tu as des méthodes différentes. Ah oui, d'ailleurs il y a Sainte-Rose avec un E à Sainte, c'est marrant. Sainte-Rose, oui, c'est bien ça. C'est marrant. Donc ça c'est la première version, c'est un crayonné. C'est au moment où tu penses encore faire un récit pour les enfants. Voilà, c'est ça, c'est le premier. Et c'est ma façon d'écrire un scénario. Et donc là, on va voir les 3 premières pages et on va mettre les 3 premières pages de la deuxième version et les 3 premières pages de la troisième. Et donc là, voilà, le héros, il s'appelle Clément. Et il est ministre des Affaires mystérieuses. Voilà, celui qui est en haut au centre. Voilà. Qui deviendra par la suite. C'est exactement la même chose. Voilà. Mais dans un deuxième temps, on va le voir. Alors là, c'est le truc un peu abouti. Donc ça, c'est la version que tu présentes à l'éditeur. Voilà, c'est ça. Là, tu es en couleur directe. Je suis en couleur directe, il arrive avec sa petite voiture. Voilà, c'est ça. Donc c'est la même chose. Il y a peu de choses qui bougent. Très peu, de la première. Le mec devient un marin, là, le serviteur. Parce que je me disais que c'était pas... Non, c'était bien. Mais là, le décor est quasiment le même. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Tu reprends. Alors là, je reprends. Donc du coup, c'est plus... Non, alors ça, c'est la deuxième... truc où je cherchais, et là je me suis dit je vais reprendre un personnage qui était dans Tumulte, donc le 3e volet là chez Cornelius, qui est le petit comptable, qui est Monsieur Zarifian, qui vient du nom de Claire Zarifian, qui était en terminale avec moi. Cherchez pas. Et le crayonné est quasiment le même. Oui, c'est quasiment le même. Et là, alors il a les roues flaquettes, il a un bonnet, oui, je sais pas bien. Et donc voilà, c'était un petit comptable, mais j'étais pas convaincu non plus. Et puis en fait, il y avait aussi une référence chez moi forte qui était Wes Anderson, là, le réalisateur, et je trouvais qu'il ressemblait un peu trop aux compagnies Stooge qu'il y a dans la vie aquatique. Et je voulais un peu m'en éloigner. Donc j'étais un peu perdu, et c'est pour ça que j'ai eu cette discussion avec Nadja, et que je me suis dit, mais merde, le héros c'est moi. Puis voilà. Et donc ça, c'est la version éditée, mis en couleur par Isabelle Merlet. Voilà. Ouais. Et effectivement, elle arrive à conférer une atmosphère à la Wes Anderson, je trouve, dans ses couleurs. Moi. Ouais, en tout cas, je l'avais dit. Vous en avez discuté comme ça? Moi, j'avais dit pop. Il fallait que ça soit pop, coloré, aimable, sympa, qu'elle n'hésite pas, qu'elle fasse ce qu'elle veut, surtout des ambiances chaudes. Excellente coloriste. Et puis avec ce que j'aime beaucoup là, c'est qu'elle a bien su séparer les chapitres, quoi. Il y a des ambiances colorées à chaque fois très différentes. Dans la boîte de nuit, quand il y a des retours au passé. Alors ce qui est dur avec la colorisation, c'est que pour les fautes de dessin, enfin, le dessin noir et blanc, il a son équilibre propre, et quand on met de la couleur par moment, on est là, et oui. Dis donc, Nicole. Là, le trait est en plus un peu teinté. C'est un violet. J'ai l'impression, oui, je crois. Ouais. Et donc là, je vais mettre les trois dernières images de ces 3 premières pages pour que vous voyez bien les 3 versions. C'est marrant d'ailleurs, ça s'élargit, ça prend davantage de... Ouais, un peu d'ampleur, c'est marrant. Couleur directe et la mise en couleur ensuite d'Isabelle Merlet. Avec le petit robot. Oh, c'est joli comme tout. On va maintenant, ce sont des images de Thierry Bédouet. Eh ben, elles sont très jolies. On a encore du temps. Bah oui, on a encore du temps. Je sais pas. Ça va, Henri? Les gens. Les Mignardises, c'est tous les projets en dehors des bandes dessinées, les expérimentations, tout ce qui se fait
un peu, comment dirais-je, c'est la recherche en quelque sorte. Et du coup, j'ai cru bon de mettre deux de vous avez bien fait. De tes ouvrages qui n'avaient pas été, enfin, ces images n'avaient pas été a priori faites pour être éditées au départ. Non, pas vraiment. C'était des peintures, grand format. Pas très grand là, c'est genre à demi-raisin, à 3 entre les deux. Okay. Ça, j'ai commencé ce bouquin, j'ai fini après le Bonneval Pacha. En j'avais besoin de respirer. Tu l'as commencé, moi j'ai. Oh non, mais ça c'est pipeau ça. Ouais. Non, c'est, vous voyez c'est toutes ces petites cases de Bonneval Pacha où il fallait s'appliquer. Et là, j'avais envie. Et en fait, c'est ce que je faisais avant la série avait commencé, avant que je fasse de la bande dessinée. Je faisais ça, même un peu avant 3 ou en même temps de faire. J'avais aussi ce côté. Pareil, l'idée, c'est une chambre de motel avec. À la base, c'est ça, c'est une chambre de motel, vous voyez le cliché du polar, un bandit gardé par un flingue, voilà la planque, et puis un livreur de pizza qui vient livrer les pizzas. Et puis après, je pars en ça, oui. Cacahuètes. Des policiers avec des flingues, voilà. Un témoin peut-être, des voilà, un truc comme ça, toute cette ambiance polar. Donc c'est une déclinaison comme un exercice de style. Une fugue. On retrouve les mêmes personnages incessamment. Voilà, le bandit, c'est même marqué sur son t-shirt. Ils sont de plus en plus grotesques ces personnages. Ouais. Oui, à si chaque tu peux fois. faire une grosse casquette et des petites chaussures. C'est sans doute parce que comme il y a beaucoup d'impro, si ça se trouve la tête, elle était au niveau de sa casquette et puis je l'aimais pas et du coup son cou est devenu sa tête et sa tête est devenue une casquette. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Bon, voilà. Ce qui frappe là, c'est évidemment la liberté immense que tu prends. On a la sensation d'un plaisir infini. Là. Ouais, là je m'amusais bien. Ouais. Non, mais je vous dis, c'est ce que je faisais avant. Mais c'était dur à placer, ça c'est mon œuvre personnelle et j'en avais fait pas mal. Hein. Mais c'était format raisin, ça me menait pas à grand chose. Il y en a une cinquantaine là. Ah là, ouais, il y en a même plus, je crois. Mais ouais, non, puis c'était un travail vraiment tous les jours. C'était vachement rigolo. Aquarelle, j'en avais besoin de gouache, revenir à ça. Ouais, c'est de l'aquarelle et puis de temps en temps je rehausse de gouache, soit parce que je me suis trompé, soit parce que j'ai envie de. Parce que ce qui est bien quand on voit les originaux, c'est l'aquarelle est très translucide, alors que la noire est opaque et du coup ça fait des rapports assez marrant. Oui, il y a une lumière du coup qui. Et ça part de taches. Au début, je fais des taches de couleur, et puis là, ça devient des bonhommes. Mais là, parce que là, la chambre de motel, faut avoir de l'imagination. Là, celui-là est plus réaliste. Alors, il y a des fois, tu t'inspires de photos, peut-être Non. Non, jamais. Non. Donc, c'est vraiment. Ah ouais, il y avait très peu. Il y en a peut-être une ou deux. J'avais quelques photos de motel quand même pour voir. Ça veut dire que toutes ces gueules là, tu les as. Ah ouais, non, les gueules. Tu les as en tête, quoi, déjà. Ah ouais. Ça, les gueules, tout. C'est fou. Ah bon. Ouais. Ouais, avec souvent un petit poster de Monument de Vallée. Et toujours ce livreur de pizza. Des fois, on joue à Où est Charlie quasiment à chercher. Absolument. Ça plaît beaucoup aux enfants. Celle-ci est très différente. Je voulais faire un dos. C'est chouette ça. Ouais, c'est Max. Ouais. Et je comprends pas trop ce qui se passe dans le fond en fait. Le livreur de pizza est dans la douche. D'accord. Dans le miroir, elle, non, j'imagine. Voilà, elle se regarde dans le miroir et l'autre, c'est là, on est vraiment dans Où est Charlie. Ouais. Oui, non, mais c'était marrant de le placer là. Non, la doc, elle était juste, j'ai retrouvé, alors je sais pas où j'avais eu ça, un catalogue Smith & Wesson des années 70, où il y a des photos magnifiques de mecs en chemise en tergale, avec le beau holster en cuir, la chemise bien rentrée dans le pantalon en polyester. On va retrouver justement des problématiques vestimentaires avec Whisky. Ouais. Whisky qui est, je pense, très inspiré par le cinéma hollywoodien, les westerns. Ouais, complet. On sent bien les chemises mon enfance, couleur saturée. Ouais. Moi, je fais que redessiner les choses que je faisais enfant. Hein. Et alors moi, j'y ai vu un écho avec la peinture de David Hockney que tu cites de temps en temps. Oui, Hockney, bien sûr, le pop art, moi, Blake, Hockney, tout ça, ouais. Et là, alors, tu travailles par tâche, hein, on va le voir par la suite. Mais celui-là est assez documenté, là je ne vais pas vous mentir. Alors, celui-là, non. Mais l'autre, oui, ça c'était un des seuls. Celui-là, non. C'est marrant s'il y a des gens quand même qui me demandent si j'ai pris des photos, si je suis allé aux États-Unis. Et moi, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de déserts comme ça aux États-Unis. Mais ceux-là sont des plus grands formats que dans. Ça, c'est format raisin. Donc 50-65 cm. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est des petites recherches, Ouais, là, j'avais envie de faire un peu plus grand. Mais si je pouvais faire des très, très grands formats, ça serait bien, ça. Ça, c'est le problème d'être parisien. Hein. Ah oui. Ouais. Faut venir à Nantes, Hugues. Bah écoutez, je vais voir ça avec ma femme et mes enfants, mais c'est pas gagné. Il y a de plus en plus de personnages dans des petits endroits. Ouais, ça j'aime bien. Ouais. Il y a peu de personnages, parfois, dans des grands ensembles. Ouais. Mais j'ai un peu peur du vide, hein, globalement, dans tout ce que je vois, là. Ça, c'est souvent, j'ai tendance à remplir. Hein.
Même si c'est des rochers et tout. Là, mais... par exemple, je trouve que c'est très particulier, ça. Enfin, d'abord, le cheval un peu fantomatique. Et alors, c'est un Indien, là, qu'on voit, mais il est en train de tomber. Derrière un rocher, on voit rien de ce qui se passe, en fait. Non, mais les Indiens, j'ai du mal à dessiner les Indiens. Mais c'est peut-être du coup avec la réaction du mec de Drone Quarterly. Voilà. J'en fais maintenant, je suis là, oh non, je vais vous laisser tranquille. Non, mais c'est vrai que c'est un peu comme les clowns. C'est difficile de faire un Indien moderne qui... Surtout les Indiens des plaines, là, qui ont les grandes coiffes, ça, pour moi, c'est comme les clowns. Enfin, c'est pas un rapport de... C'est des images tellement iconiques et voilà, qui correspondent à quelque chose que les dessiner autrement, je sais pas, moi j'y arrive pas. Alors là, toutes les perspectives, tous les raccourcis sont volontairement outranciers. Absolument, c'est volontaire. Tu t'amuses du coup. En fait, il y a quelque chose d'assez drôle à regarder dans tes images. Moi, il y a toujours quand même un peu d'humour. Hein. Et puis, moi, c'est très les perspectives cavalières et tout. J'adore ça. Ça, c'est très pop. Et puis, c'est très Joe Swart aussi, bizarrement, qui est pas. Oui. Mais que j'adore. Hein. Plus austère dans. Oui, c'est sûr. Mais moi, j'adore les gens qui font le contraire de ce que je fais. Hein. Moi, mes dessinateurs préférés, ça va être Sampé, c'est Stanislas Barthélémy, c'est les gens comme ça. Hein. La ligne claire. Ouais. Ça me fascine parce que moi, je suis incapable de faire un trait. Alors voilà, comment est-ce que tu procèdes ? Là, on a 2 temps. Ouais. Enfin, on va voir l'image définitive ensuite. Et donc au départ, c'est des tâches travaillées à l'aquarelle. Mais là déjà, c'est assez simple. Hein. Enfin, on voit. C'est dommage parce qu'il y en a vraiment où on voit pas le rapport entre les 2 images. Là, on le voit quand même que c'est voilà. Et donc ça donnera ça ensuite hein, avec toutes les valeurs. C'est un livre qui a été imprimé d'une manière un peu particulière. Ah, je ne savais pas. Il a été imprimé en hexachromie. Hexachromie, je connaissais pas. En fait, c'est imprimé avec les 4 couleurs traditionnelles, cyan, magenta, jaune, noir. Mais il y a 2 couleurs qui viennent compléter la gamme pour étendre en fait les couleurs à quelque chose qui se rapproche davantage du document. Oui, je le savais, oui. Si. Oui, non, mais là aussi, oui, c'est assez simple. Mais bon. On va passer à la dernière partie qui est consacrée à ce que tu es en train de faire et puis au projet à venir. On a trouvé quelques documents sur la page Instagram de Lou Wifang, avec qui tu travailles en ce moment, sur un récit qui prend place à Hollywood. Voilà. Ça s'appelle Palm Springs. Palm Springs, ouais, Hollywood, 1930-1960, je crois. Sur un comédien de couleur, comme on disait à l'époque, qui a fait une carrière, sauf qu'on l'a jamais vu parce qu'il a toujours été ou coupé au montage, ou les films ont été perdus ou détruits. Donc l'idée est bonne, quoi. Ça part d'une histoire vraie ou Non, justement. Elle a réussi à trouver. C'est vrai, plein de films. Mais malheureusement pour lui, il a fréquenté Lana Turner, tous les grands, Cary Grant. Mais voilà, je peux pas vous en dire plus parce qu'il y a plein de suspense. Et puis tu nous as donné ces pages de carnets de croquis, de petites études à la gouache, certainement. Oui. Des personnages, encore une fois, comme au début du diaporama. J'aimerais faire un truc qui se passe dans les cités. Ouais, et dans la vraie vie. Non, parce que le projet à la base, dans ma tête, ça serait de faire un mélange entre le film de cité, enfin l'histoire de cité, et le voyage de Chihiro. Donc j'ai pas encore trouvé la solution. Mais il y a des personnages qui déjà sont bien campés là. Ouais, c'est cet univers-là. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Hein. Mais je cherche, quoi. J'essaie de. Là, j'ai mis quelques images, j'en ai beaucoup plus. Tu as écrit déjà des choses? Non, rien du tout. Non, là, pour l'instant, je regarde les personnages et alors voilà, il y a des obèses, il y a des trucs. Je me dis tiens, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ça va être une histoire de vengeance, de soulèvement, je sais pas encore. J'ai quelques pistes, mais c'est vraiment. Mais je remplis, moi, à chaque fois, c'est ça. Hein, je remplis le Jean Barra et tout ça, c'était ça. C'est des carnets où je remplis des personnages. Et puis, tiens, je me dis, lui, il serait pas mal. Voilà, mon flic de Montpellier. Un petit peu le Pantacourt. Ouais, pardon. Non, pardon. Excusez-moi, là, j'ai fait mon parisien. Ouais, c'est quoi. Je suis désolé. Ça m'a échappé. Voilà. Et je crois qu'on s'arrête là-dessus. Juste oui, enfin, on a mis une photo des travaux préliminaires
de l'affiche que tu as réalisée pour Maison Fumetti et pour son festival cette année. Vous allez pouvoir voir ces peintures originales dans l'entrée de la manufacture là-bas. Une question qui m'intéresserait, enfin qui vous taraude. Oui, qui me taraude, tout à fait. Comment est-ce que tu imagines la suite de ton travail au long terme? Tu parlais tout à l'heure d'avoir envie de faire de très grands formats. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu... j'en rêverais, ouais. Et du coup, moi, quand est-ce que tu mettras ça en place? Moi, je rêvais, je ne sais pas si vous avez vu le film Basquiat de Julian Schnabel, qui est tourné... Gary Oldman, moi je voulais être Gary Oldman qui joue le rôle de Julian Schnabel justement dans son atelier. Il a des petits costards très bien coupés, un atelier appart à New York magnifique, avec peintures, 12 mètres de hauteur sous plafond, il fait des grandes toiles. Voilà, c'est ça. Et il mange des pâtes. Et ça, c'est ce que je voudrais arriver à faire, en bouffant des pâtes à 4h du matin avec sa fille. C'est mon rêve, ça n'arrivera pas, monsieur Jossic. Bon. Mais en attendant, je vais essayer de m'approcher au plus possible. Non, mais c'est vrai que la BD, j'en ai besoin, j'adore ça, et ça se nourrit, et c'est vrai qu'après avoir fait... Par exemple, je sais qu'après le bouquin de Lou, où c'est quand même 200 pages à me cogner des Ava Gardner et des Cary Grant, c'est l'enfer, enfin c'est vraiment du boulot, c'est très exigeant. Je sais qu'après j'aurais besoin de faire des grands dessins de couleurs libres. Là, ça restera en noir et blanc le projet? Ouais, là c'est du noir et blanc. Ah oui, parce que c'est déjà... Ouais, puis il n'y a pas de cases et tout ça, donc à mettre en couleur serait compliqué. Donc voilà, moi j'ai envie d'alterner les deux et de faire des choses bien, quoi. Ouais, ça c'est sûr. D'essayer d'avoir encore la patate. Mais ouais, on vieillit, hein. Mais bon, jusque-là, ça va. Est-ce que tu veux qu'on termine sur ces mots? On vieillit. Mais on vieillit bien. Ouais, c'est mieux. Bon. Non, ouais, on fait ce qu'on peut. Hein, eh ben, écoute, Hugues, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Pour le temps consacré et puis les documents, on se sent un peu privilégié. Non, mais vous avez bien travaillé. Surtout Henri. Bravo. Non, mais grand merci. Grand merci à vous tous. Merci à toi. Merci à vous. Oui, il y avait du monde.